étant gamin, je grimpais dans les arbres dans mon quartier de Fontaine et quand j'arrivais au fait des arbres, à la cime, je voyais quand même ce massif qui était le Haut-Champsaur, bien sûr, là, le Vieux Chaillol, le Sirac, tous ces sommets. J'étais incapable de les nommer, bien sûr, à cette époque. Et je rêvais déjà de les gravir. Donc la passion de la montagne était en fait ancrée en moi depuis mon enfance, puisque j'ouvrais des bouquins de montagne. Donc je lisais les exploits de Patrick Gabarou, Béraud, Marc Battard. Bon, c'est des gens qui aujourd'hui, ce sont des icônes, quoi. À un moment donné, j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit j'aimerais faire de l'alpinisme et ça a été un refus catégorique. La préparation, de toute façon, du fait que j'ai énormément de travail l'été et dans mon boulot et avec mes abeilles, parce qu'en étant apiculteur, ça représente une charge de travail assez conséquente. D'ailleurs, partir faire une expé comme ça en laissant mes abeilles, ça m'était jamais arrivé. Au mois de mai, ça m'était jamais arrivé. Donc ça déjà, ça y est, il a fallu le préparer, ça. Donc ça, c'est notre préparation. Après, moi, la préparation, c'est du ski de rando, du mixte en montagne, un peu seul pour travailler le mental. Mais se préparer physiquement, c'est pas facile. Parce que, en fait, pour la financer, l'expédition, il faut travailler plus que ce que je travaille normalement. Donc ça veut dire qu'il faut trouver de la trésorerie, donc il faut pouvoir bosser en plus pour se payer la combinaison d'altitude. Donc se préparer, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les Seven Summits. Et bon, l'Everest, bien sûr, c'est un sommet mythique. L'Everest fait partie des 7 sommets les plus hauts de la planète et du challenge sportif des Seven Summits. D'abord, l'Everest, je l'ai vu pour la première fois en 2006, depuis le Fari Lapcha au Kumbu. Et là, je me suis dit, mais comment font-ils pour gravir des 8000? Et là, l'idée a commencé à germer. Je me suis dit, j'aimerais quand même revenir et essayer de tenter ce sommet. Au début, quand j'ai su qu'il allait avoir une expédition avec Marc Battard à l'Everest, c'était quand même quelqu'un qui me berçait depuis pas mal d'années au niveau montagne. Je me suis dit quand même là, faire une expédition avec une pointure comme ça et profiter de son enseignement, ça c'est extraordinaire. Et puis tu réalises, tu es en train de finaliser un rêve de minot, quoi. Marc Battard, on a fait une première préparation à Chamonix. On ne se connaissait pas du tout. On a d'abord parlé au téléphone. Après, il est arrivé à me faire accepter dans cette expédition à un tarif très très réduit par rapport aux autres, ce qui n'était pas du tout évident. C'est-à-dire une expé beaucoup moins chère et sans Sherpa. C'est-à-dire pour profiter de la logistique, mais en altitude, en très haute altitude, sans Sherpa. Ça, c'est pas facile à vivre, quoi. Quand tu sais que tu comptes que sur toi-même, il faut pas qu'il t'arrive une chute, quoi. Et à un moment donné, d'ailleurs, la différence s'est faite et c'est grâce à ça ou à cause de ça que j'ai fait demi-tour. Bon, il y a des gens qui passent, mais tu sais que quelque part, ces gens-là, si t'arrive quoi que ce soit, ils vont pas louper leur sommet pour toi. Ça a pesé dans la balance au niveau décision, le fait d'être vraiment seul, et que moi, du fait que j'avais pas sollicité les Sherpas, j'ai pas retenu l'attention des Sherpas. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est au pied de Sèvres, il y a beaucoup de personnes qui gravitent. Le camp de base est énorme et il y a plein d'expéditions. Donc, comme il y a des gens qui viennent de tous les pays, ben, on apprend qu'il y a l'Autrichienne qui était dans le dernier Montagne Magazine que tu feuillettes en France.
C'est ça qui est extraordinaire dans l'existence, c'est qu'à un moment donné, tu te réfères à certaines personnes, sportivement, tu te dis, ben voilà, toi tu es un petit alpiniste, et puis tu rencontres des alpinistes de haut niveau, et à un moment donné, les barrières tombent, il n'y a plus de haut niveau et de petit niveau, je veux dire, il y a des alpinistes, il y a des gens qui partagent une passion de la montagne, et ça c'est extraordinaire. Martine et François Marcel. Je les ai appelés. « 8000 sans oxygène, c'est possible. Une fois que tu es acclimaté, depuis le col Nord, tu peux tenter le sommet. Mais il faut vraiment avoir, on va dire, 3-4 jours de météo bonne, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que la seconde fois où on est monté au col Nord, eh bien, le lendemain, donc il y a eu du vent dans la nuit, et le lendemain, il y a eu beaucoup de vent, c'est-à-dire 70-80 km/h à 7000 mètres d'altitude. Et en fait, le vent avait arraché toutes les tentes qui étaient plus haut, et en fait, c'était, pour parler comme il faut, un bordel monstre. En espérant qu'on fasse encore plus qu'une nuit au col Nord parce qu'il y a vraiment marre. Quoi. Si on fait encore une nuit au col Nord, ça fera 3 nuits à 7000. Et là. Non, ça va se passer. T'as fait le plus dur, hein? Putain! T'as fait le plus dur. Pourquoi? C'est une rigolade d'aller à 7007 demain. C'est une promenade de santé à côté, tu verras. Purée là! Eh bien, nous nous apprêtons à passer notre 3e nuit au col Nord. En tout cas, on a encore de la chance d'être à l'intérieur d'une tente, quoi. J'ai des amis qui font de l'alpinisme pur et dur, c'est-à-dire qui ne supportent pas tout ce qui est corde fixe, qui ne supportent pas ces sommets-là. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis assez morphalou de la montagne et je suis assez adepte de découvrir tout. Tout de la montagne. C'est-à-dire que je ne vais pas cracher ni sur un 8000, ni sur la Concagua. J'ai des amis qui considèrent la Concagua comme un tas de pierres. Pas moi. Pour moi, il n'y a pas de petits sommets, il y a des sommets. Point. Moi, j'ai pas eu de honte à utiliser une corde fixe, elle était là. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'arête nord de l'Everest, la corde fixe, bon, à part dans le col nord où il y a des chutes de sérac, où il y a des cordes qui sont arrachées, au-dessus, sur le fil de l'arête, il n'y a pas d'avalanche. Les cordes, elles y restent d'une année sur l'autre, et des fois, elles sont tellement moussues que tu te dis, oula, en fait, c'est juste un support psychologique qui est sur la corde, mais il faut pas trop tirer dessus parce qu'elle peut se rompre à tout moment, quoi. Ce que je voulais faire, c'était 8000 sans oxygène. Mais je ne pouvais pas partir totalement à l'aventure en étant seul. Ça, c'était pas possible, quoi. Parce que le truc, c'est qu'en fait, quand les gens respirent l'oxygène, le sang circule mieux, quoi. Donc, l'échange sanguin se fait. Et si l'échange sanguin se fait, les extrémités ne gèlent pas. Ça fait une différence, hein. Avec ou sans oxygène, c'est pas pareil. Le Politburo, tu sais, du temps du RSS. Hein? Je suis arrivé dans la tente, là j'ai retrouvé Claude. On est, il me semble, quoi, 7007, 7008. Ouais. Toujours pas pris d'oxygène. J'avais déjà un petit œdème de l'œil gauche, je pouvais encore marcher, c'est pas un problème. Mais quand on voit la dimension de la montagne, l'arête en partant de 7700 mètres, qu'on voit l'antécime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sommet, et qu'on sait que le sommet est encore 300 mètres plus loin, en sachant qu'il y a le retour. Parce que les Tibétains disent le sommet il n'est pas à 8847, le sommet il est à 6400 mètres. C'est-à-dire que ton sommet, tu l'auras vraiment gravi quand tu seras de retour à 6400 mètres. Ce qui fait que j'ai pas joué les fanfarons là. Je me suis dit là mon gars, là
tu passeras pas. Là, dans cette tente, on est passé une première nuit. On est redescendu. On est remonté. On a fait 3 nuits d'affilée. On est remonté à 7800 mètres. À 7800 mètres, on a dormi encore une fois. Et au-dessus de... Enfin, après avoir dormi à 7800 mètres une fois, on est redescendu, on s'est reposé là pour la nuit. Mais là, là c'est bon, quoi. À redescendre à 6400 mètres, il y en a marre. Voilà, je crois qu'on est le 22 mai. Il y a 20 cm de neige qui sont tombés dans la nuit. Et on doit redescendre la matinée. Je crois qu'en fait, la redescente, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et quand tu arrives sur le glacier, c'est malheureusement pas terminé, parce que tu arrives de la pente et tu te retrouves à plat, mais il y a le camp de base qui est encore beaucoup plus loin, donc il faut sortir du glacier, traverser la moraine, et là tu assistes à des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Tu rencontres des gens qui déambulent comme des pantins, démantibulés. Sur ces sommets, à un moment donné, le corps, il est vraiment, tu tires vraiment tes dernières cartouches, quoi. À un moment donné, tu dis oui, tu pourrais très bien te poser et puis attendre tranquillement. Ben voilà, redescendre de la très haute altitude. Je suis revenu à 6400 mètres. J'ai eu la chance d'avoir une tente et un duvet. Pour ceux qui sont sur l'arête de l'Everest et qui n'ont rien, je n'ose même pas imaginer pour eux. C'est un rêve d'avoir pu tenter un sommet comme ça, et puis de transposer après tes rêves dans les Andes, de transposer tes rêves au Tibet, et puis c'est ça qui est fabuleux dans l'existence, quoi. Bah, y retourner, c'est une évidence, ça c'est sûr, hein, parce que d'abord il faut quand même dire que c'est une montagne qui est fabuleusement belle, hein. D'ailleurs c'est la déesse et Chomolungma, mais non, y revenir évidemment, mais pas sans Sherpa. Donc voilà, 7008 sans oxygène. Je suis content pour une première aventure. Mais honnêtement, cette montagne m'a vidé, quoi. Bon, en étant quand même un petit peu montagnard chez nous dans les Alpes, ici c'est un autre monde, quoi. L'himalayisme, c'est une autre dimension.